Cette semaine, au salon, on reçoit l'influenceuse Derinthia. Elle s'est fait connaître grâce à ses vidéos YouTube « Pourquoi je n'aime pas ». Sur sa chaîne YouTube, elle décortique et donne son avis tranché sur des faits de société comme le blackfishing, le BPL, le racisme ou encore la toxicité de nos stars préférées. Quand elle n'est pas occupée à faire des vidéos, elle est chroniqueuse chez Hugo Décrypte et pour le podcast Hotline de Spotify. Dans cet épisode, Manon nous raconte son rapport avec les réseaux sociaux, comment elle a accepté ses cheveux et ses futurs projets. Allez, installe-toi confortablement, prends ton peigne, abonne-toi et c'est parti. Alors j'ai choisi cette coiffure parce que je suis tombée amoureuse des ponytails en voyageant à Londres. J'y suis assez souvent et je crois que ça doit être limite la coiffure numéro 1 des londoniennes. Donc je devais essayer là-bas, puis en fait en revenant ici, j'ai fait que refaire. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à ça. Bonsoir Manon. Bonsoir. Sur les réseaux, on te connaît sous le nom de Derinthia. Ouais, tout à fait. Tu as 27 ans. Exactement. Tu vis à Paris. Oui. Tu es franco-camerounaise. Ouais. Quelle ethnie? Bassa. Tu es créatrice de contenu sur les réseaux et particulièrement sur YouTube, où tu as plus de 262 000 abonnés. Exact. Que tu surnommes tes poulets. Pourquoi? Alors ça remonte au tout début de la chaîne à une vidéo où j'étais juste face cam, un petit talk en train de manger un de mes très fameux buckets de chez KFC. Et j'ai fait le lien entre la discussion, l'alimentation et le truc il est sorti comme ça et puis il est resté. Sur cette même chaîne, tu partages avec nous ton opinion et tes réactions tranchées sur des faits d'actualité ou de société. Aujourd'hui, si tu nous permets, on aimerait le temps d'une coiffure en apprendre un peu plus sur toi en revenant sur ton parcours. Avec plaisir. Au risque de me répéter, et je le dis tout le temps, moi je pense que c'est l'enfance et l'environnement dans lequel on grandit qui nous façonne et qui nous forge. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton enfance et de ton adolescence et des souvenirs que t'en gardes? Avec plaisir. Alors moi, ça a été une enfance hyper joyeuse parce que 4 enfants, on est hyper proches, mes 3 frères et moi, donc en plus je suis la seule fille. Ça a toujours été la princesse, mais considérée quand même comme un garçon par les 3. On a grandi entre le 19e, le 95. Ça a été beaucoup de difficultés au début, je vais dire, parce que c'était que de l'enseignement privé. Donc j'étais la seule enfant de couleur, alors que déjà je suis même pas à 100% noire, mais j'étais la plus foncée dans mes classes. Donc ça a été très difficile de m'accepter et d'accepter qui j'étais et tout simplement en fait de pouvoir m'assumer. Donc ça a été une enfance joyeuse à la maison, mais très difficile à l'école. Et à un moment, il y a eu l'arrivée de l'athlétisme dans ma vie, qui m'a enfin permis de côtoyer des personnes de la communauté noire que j'avais pas à l'école, et de pouvoir en fait me découvrir sur ce côté-là, et donc me compléter, on va dire. Je me demandais à quoi ressemblait ta vie avant l'influence. Ouais. Entre guillemets, parce que je sais que t'aimes pas trop ce terme. Mais au final, j'ai l'impression que ça a toujours fait partie de ta vie. Il y a plusieurs légendes urbaines qui disent que depuis 2012, t'aurais tenu 698 000 blogs. Exactement, le chiffre est bon. Et qu'à l'époque, tu t'appelais pas Derinthia, Ouais. mais Aphrodite. Exactement. 1995. Oui. Et que t'étais influenceuse mode et beauté. Ouais. Hello mes muffins, on est de retour pour un nouveau tuto make-up ultra simple. J'ai commencé par la beauté même en tout premier. C'est quand j'ai commencé ma première année de fac à Lyon. Parce que c'était l'époque où il n'y avait pas encore assez de documentation, d'informations sur le cheveu crépus et frisé. Donc je me suis dit, vu qu'il n'y en a pas énormément, autant que moi qui m'y connais un peu et qui parle anglais, qui tourne sur les vidéos anglaises justement, que je puisse en donner un peu. Donc j'avais commencé sous le pseudo d'Aphrodite avec le petit jeu de mots avec le F à la place du PH pour qu'il y ait le afro quand même dedans. Voilà. Et donc ouais, ça a été tout un autre monde depuis. Et j'ai abandonné un blog pour en refaire un autre, pour en refaire un, pour en abandonner. Donc ouais, il y en a eu 1 milliard à peu près. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à partager ton contenu, outre le fait qu'il n'y avait pas nécessairement de contenu sur le cheveu afro? Est-ce que tu avais d'autres motivations? En fait, j'ai toujours été, l'élève très bavarde, qui racontait toujours sa vie, qui avait toujours un truc à dire. Et même à l'écrit, ça a toujours été ça. Donc j'avais ce besoin en fait de pouvoir parler de quelque chose. Quel que soit le sujet, ça a été les cheveux pour le coup, mais quel que soit le sujet, j'avais besoin de parler. C'est pour ça que, entre autres, j'ai relancé aussi sur cette chaîne Derinthia un jour, parce que j'avais besoin d'ouvrir ma bouche en fait, tout simplement. On est dans un salon de coiffure, donc ça tombe bien que tu parles du cheveu. Donc c'est impossible de ne pas l'évoquer, de ne pas évoquer nos coiffures également. Toi, t'as confié dans plusieurs de tes vidéos que tu vis une relation d'amour. Genre, c'est un amour passionnel que tu vis avec tes cheveux. Ouais. Et du coup, t'as même dit que c'était la chose que tu préférais chez toi. Exactement. Est-ce que ça a toujours été le cas? Non, ça a commencé après le bac en fait.
Parce que pendant toutes ces années, moi, je suis entourée que de personnes qui ont des cheveux lisses. Je me sens pas à ma place. On me fait tout le temps des remarques. Même si je trouve que les coiffures que ma maman me faisait étaient magnifiques, mais je me sens pas à ma place. Parce que je ressemble à personne autour de moi. Même si, comme je l'ai dit, hein, arriver à l'athlétisme, ça m'a permis de voir des personnes qui me ressemblaient plus. Mais le problème, c'est que j'y étais 2-3 fois par semaine, alors que, à l'école, j'y étais toute la journée. Donc ça a été très long. Ma maman a refusé de me défriser les cheveux. Elle a toujours refusé, même si elle est passée par là, parce qu'elle voulait justement que je m'accepte comme j'étais. Et elle m'a expliqué que ça fait partie de toi en fait. Ils seront toujours sur ta tête, même si tu les refuses. Donc autant que tu fasses ce travail. Si tu veux, je t'accompagne, mais il faut que tu fasses ce travail. Et heureusement qu'elle l'a fait, parce que je me dis, quand j'ai commencé à les aimer, ça a été jusqu'à aujourd'hui en fait ma grande histoire d'amour, quoi. Ce qui me fait beaucoup rire avec toi d'ailleurs, c'est que peu importe le sujet de tes vidéos, qu'il soit sérieux ou un peu plus léger, si t'es bien coiffé, tu vas toujours prendre quelques minutes pour pouvoir faire un peu la promotion de tes cheveux, de qui t'a coiffé. C'est hyper important, c'est primordial pour moi. Déjà de rendre à César ce qui lui appartient vu que je me coiffe pas toute seule. Et juste de pouvoir faire ce petit encart parce que je suis trop contente en fait, juste d'être pimpée, d'être bien et de pouvoir juste un peu me la raconter et les mettre en avant, quoi. On va commencer par la visuelle parce que Manon est absolument on flic étant donné qu'elle a été coiffée par Tracy de CC Hairstyle. Je suis pimpée, vous le voyez. J'ai été coiffée par la fabuleuse Alex Breads. Je vous invite de ouf à aller checker son compte Instagram parce qu'elle est géniale, c'est la deuxième fois qu'elle me coiffe, c'est top. Ah, c'est d'ailleurs ce que t'as fait dans l'une de tes dernières vidéos. Toi, t'as dit dans cette vidéo un point qui m'a fait extrêmement réfléchir. Je te le cite. T'as dit « L'afro qui est là et qui règne sur ma tête, j'en suis très fière. C'est une des parties de mon corps que je préfère. Ce cheveu est absolument génial. Je sais que c'est pas tout le monde qui le kiffe à toutes les périodes de sa vie. Moi, je suis à la période où mon cheveu, j'en suis amoureuse. » Quel conseil tu donnerais à ces personnes qui, justement, là, sont dans une phase où ils ne peuvent pas supporter leurs cheveux ? En fait, pendant très longtemps, j'ai énormément culpabilisé les personnes qui se défrisaient les cheveux. À partir du moment où moi, j'ai commencé à les aimer. Et c'est quelque chose dont je suis sortie il y a peut-être 2-3 ans. Et où justement, je dis à ces personnes, parce que très souvent, les personnes qui l'acceptent pas vont le défriser. Il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à s'en vouloir, parce que justement, chacun accepte son cheveu quand il peut en fait. Le terme woke par exemple qu'on adore utiliser, c'est très culpabilisateur je trouve parce que on n'avance pas tous à la même vitesse, on n'ouvre pas tous les yeux de la même manière et pour les mêmes raisons. Donc déjà d'essayer de comprendre pourquoi on n'aime pas son cheveu, je pense que c'est l'étape la plus importante. Moi quand j'avais saisi que c'est uniquement parce que j'étais entourée de personnes qui me ressemblaient pas et qu'en fait il fallait que j'aille chercher des canons de beauté qui me ressemblaient pour me rendre compte que ouais tout ce que t'as ça a de la valeur et c'est génial aussi. Ça a fait un déclic de dingue. Donc je pense de juste chercher la racine de pourquoi on n'aime pas son cheveu. C'est quelque chose qui va commencer à faire tourner un peu le truc dans le bon sens. Ton discours est très fort et je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître. Pour reprendre encore un des passages de tes vidéos, je crois que c'était dans la vidéo « Grandir avec des cheveux frisés », t'as dit que des garçons, en fait, t'appelaient PDB. Ouais, le fameux surnom. Que poil de dans le talk où tu parles de l'appropriation culturelle également, t'as confié « Vous ne savez pas à quel point on s'est moqué de nous quand on était petits. On m'appelait le poulpe, on m'appelait Mia Fry. Quand j'avais mes notes collées, on me disait trop bien les rails du train sur ta tête. » Avec toutes ces remarques-là, comment t'as appris à aimer tes cheveux ? Franchement, ça a été, je le dirai toujours, hein, première actrice de ce truc-là, c'était ma maman. Parce que à force de me marteler tout le temps que je dois m'aimer, que je dois, le message tôt ou tard est fini par s'insinuer. Même s'il était vraiment genre à 2% dans ma tête, il était quand même là. Et il y a eu en fait tout un boom avec le mouvement Nappy bien sûr, où ça y est en fait avec les réseaux sociaux qui arrivaient, sur YouTube et partout, je commençais à avoir énormément de femmes qui me ressemblaient ou non, mais qui avaient juste un type de cheveux similaire en fait. Et à me dire que mais si elle arrive à faire ça et si en fait moi je la trouve super belle, pourquoi je trouve pas ça aussi beau sur moi? Et donc ça a été de commencer à jouer avec mes cheveux aussi, à tenter des choses, à me les approprier et doucement mais sûrement on a commencé à devenir de plus en plus amis. On va revenir un peu sur YouTube, qui est ton activité principale. Sur ta chaîne,
tu parles de faits d'actualité, comme on l'a dit un peu plus tôt, de sujets de société, des sujets qui, ma foi, sont parfois très sensibles, voire tabous. Tu as fait toute une série de vidéos sur le racisme, l'appropriation culturelle, le blackfishing. Tu parles de sexualité et t'hésites pas à donner ton opinion sur les stars que tu détestes. Oui. Comment t'es passé d'un contenu mode, beauté, à un contenu plus sociétal, plus talk, plus engagé? J'avais abandonné donc une de mes énièmes chaînes autour de la beauté justement, et j'avais à nouveau ce besoin de reparler sur YouTube. Et ça a commencé en étant posée devant Keep It Up with the Kardashians avec des copines. Ça faisait, je crois, 2-3 heures qu'on était posés, et je m'étais rendu compte et je leur avais dit, mais en fait, c'est ultra creux. Moi, c'était la première fois que je regardais. J'avais jamais regardé, et je m'étais rendu compte que j'ai passé 3 heures devant un truc où il se passe rien, où il y a des personnes qui s'embrouillent pour qui a commandé quelle salade, où est passée ma paire de chaussures, et je me suis dit, attends, tu sais quoi ? Je vais ressortir une caméra en fait, et je vais expliquer aux gens pourquoi je déteste les Kardashians, parce que ça fait des années que ça trotte, et c'est là que j'ai recommencé, mais dans un truc totalement différent, quoi. Moi, je suis sûre que tes études, elles ont influencé un peu tes choix de vidéos. Parce que pour Abel, et pour ceux qui ne le savent pas, toi, tu as fait 2 ans de droit international, une année de LEA, puis un master en journalisme spécialisé, il me semble, en presse écrite féminine. Exactement. Je peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre tes vidéos. J'ai l'impression que tes études, elles ont influé sur la manière dont tu as créé ton contenu par la suite. Ouais, et ça, c'est totalement vrai. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui, quand ils comprennent qu'est-ce qui s'est passé avant, se disent « Ah, ok, c'est pour ça en fait que tu passes ton temps à défendre un peu plein de causes. » Et c'est pour ça aussi que peut-être au niveau de la construction de mes vidéos, c'est aussi fluide, entre guillemets, c'est ce qu'on me dit assez souvent. Et ça, c'est sûr, ça a une empreinte hyper visible sur mon contenu. Non, parce que tu es assez éloquente, tu sais argumenter, contre-argumenter. Et limite, tes vidéos, pourquoi je déteste, pour moi, elles prennent un peu des airs de plaidoirie. J'essaye. Et pareil, pour la manière dont tu traites un peu tes sujets, je trouve qu'il y a une approche plus ou moins journalistique. Parce qu'en fait, tu fais vraiment ce fact-checking-là, d'aller chercher l'information. Et je me dis que c'est comme une journaliste, elle l'aurait fait et le fait en fait. Et c'est ce que j'essaye au maximum pour essayer de donner juste beaucoup plus de crédibilité à chaque sujet que je peux aborder. Toi, d'ailleurs, tu parles sans langue de bois et j'ai parfois un peu peur pour toi. T'hésites pas à pointer les gens, faire du name dropping. Oui. Est-ce que t'as déjà eu peur des représailles ? J'ai commencé même avec des représailles parce que j'ai quand même commencé avec un procès de la part d'une autre youtubeuse. Et ma K-Cup me colle donc un procès après avoir porté plainte contre moi. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, ça a été des représailles très rapidement dans ma carrière de youtubeuse. Et je pense qu'étant donné que je savais que je disais la vérité et justement, j'ai remporté le procès, c'est quelque chose qui a fait que j'ai de moins en moins peur. Parce que je me dis, étant donné que je fais tout mon fact-checking et que je sais que je suis pas juste en train de donner des infos au hasard, que tout ce que je dis est vrai et prouvé, je donne le maximum de mes sources aussi. Si on m'attaque, mais dans tous les cas, je sais que je pourrais rebondir et montrer que je l'ai pas dit juste pour le clout ou pour du buzz, mais parce que c'était réel, On sait d'ailleurs que toute vérité n'est pas bonne à dire. Est-ce que tu t'es déjà fait laver sur des sujets Oh que oui. Twitter est mon meilleur ennemi parce que c'est un endroit où tu peux avoir énormément d'actualités chaudes, comme on dit dans le journalisme, mais aussi l'endroit où dès que tu débordes d'une virgule, on te met dans la sauce, on te chope par le col, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, à 3-4 grandes reprises où je me suis même écartée des réseaux pendant plusieurs semaines parce que c'était un cyclone. Et j'allais te demander comment tu gérais ça. Il y a l'éloignement des réseaux, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Je le gère alors. J'ai appris à le gérer parce que tu sais jamais gérer autant de haine de la part d'inconnus. Parce que quand c'est uniquement des personnes qui te disent que c'est nul ce que t'as dit, c'est pas grave. Ça te remet en question. Mais quand c'est des insultes et quand c'est tourné vers ta famille et puis même des menaces, là c'est autre chose, c'est un autre niveau. Au début j'avais énormément de mal, donc c'est des petites crises de pleurs seule dans ma chambre. Et un jour mon copain a eu un réflexe que j'aurais dû avoir. Il a juste supprimé Twitter de mon téléphone. Il m'a dit, en fait, tu vois, c'est fini. Et j'étais comme une imbécile devant lui en train de rigoler au milieu des larmes parce que je me suis dit, ah mais oui, en fait, ça y est, c'est fini et maintenant je fais uniquement ça. Dès que je vois que la sauce monte un peu trop,
on recule, on supprime l'appli, on revient quelques semaines après et puis voilà. Comme tout le monde fait en fin de compte maintenant. Toi, t'es influenceuse. Je suis désolée encore une fois de C'est pas grave. répéter ce terme que tu n'aimes pas. T'es pardonné. Mais du coup, t'influences pas mal de gens avec ton contenu. Et comme on l'a dit précédemment, toi, tu parles de sujets assez sensibles. Ouais. Des sujets dont parfois, nous, en tant que personnes racisées, on a un peu la flemme de parler. Ouais. Comme le racisme, l'appropriation culturelle, le blackfishing. Est-ce que t'as senti que ton contenu, il avait pu influencer certaines parties qui ne comprenaient pas un peu ces questionnements autour de l'appropriation culturelle? Ouais, que ce soit dans les commentaires en fait directement, où je vois des personnes qui comprennent enfin pourquoi c'est mauvais, pourquoi par exemple une Kim Kardashian qui vend des tutos YouTube pour apprendre à faire des cornrows, c'est pas normal. Ils ont ouvert les yeux et ça fait énormément plaisir. J'ai aussi des personnes qui me disent j'ai un débat avec des potes et je leur ai envoyé le lien d'une de tes vidéos et ils ont enfin compris pourquoi le blackfishing c'est mauvais, pourquoi ça a rien de normal en fait de changer de 4 teintes de couleur de peau et de vouloir s'approprier en fait ce qui appartient à une autre communauté. Donc ouais, ça c'est un truc que tu vois au quotidien et ça fait énormément plaisir parce que c'est surtout pour ça que je le fais quoi. Quelle est la vidéo dont tu es la plus fière? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent et c'est hyper difficile à répondre. C'est très difficile, waouh. Je pense que ce serait très sûrement, même si je vais refaire une version, mais ce serait celle sur le fait que le racisme anti-blanc n'existe pas. Bon bah je pense qu'avec le titre, il y en a qui vont cliquer sur le dislike plus rapidement que leur ombre. Non mais on est là, on prend des risques, on dit ce qu'on pense. Si un jour je me fais tuer pour une vidéo YouTube, ne vous étonnez pas. Une personne blanche, ce n'est pas du fait de sa couleur de peau qu'elle n'obtiendra pas ce qu'elle veut. En France en tout cas, même en Europe et en Occident, si on peut un peu étendre, ce sera sur d'autres critères mais pas sur sa couleur de peau. Dites-vous une chose et une seule, le racisme anti-blanc n'existe pas. Mais par contre... Voilà, je vais faire une deuxième version parce que j'étais très brute de décoffrage à l'époque. J'aime un peu plus arrondir les angles aujourd'hui tout en restant très franche mais en prenant certaines pincettes. Mais ouais, je crois que c'est celle-ci parce que c'est là où j'ai mis les 2 pieds dans le plat, même tout mon corps dans le plat et où j'ai montré vraiment où étaient mes idées. Est-ce que tu penses que toute vérité est bonne à dire sur Internet et sur YouTube? Non. Non, parce que si la vérité qu'on a à dire va blesser autrui gratuitement, je pense pas que ça serve à quelque chose. Je pense que le but, c'est d'essayer d'informer les gens, déjà dans un premier temps, de partager pour juste divertir, mais toute vérité n'est pas obligatoirement bonne à dire. Qu'est-ce que t'as apporté YouTube que les autres plateformes n'ont pas fait? Je pense beaucoup plus de liberté dans le contenu parce que sur Insta, on demande beaucoup plus quelque chose de lisse en fait, alors que justement sur YouTube, il y a ce truc d'être assis devant ta caméra et de juste parler en fait, même si au montage tu peux couper comme tu l'entends, mais je trouve que c'est juste beaucoup plus un peu un journal intime vidéo quoi. Et à contrario, qu'est-ce qui te déplaît le plus sur YouTube? Et je pourrais même étaler ça à l'influence de manière générale. Il y a quand même pas mal de choses. Il y a déjà beaucoup d'hypocrisie, je trouve, dans ce milieu-là. Faut le dire, faut être honnête. J'ai pas peur de le dire parce que bon, j'ai des potes quand même dans ce milieu. Il y a des gens qui sont très bien. Mais il y a énormément d'hypocrisie. Il y a beaucoup de personnes qui te sourient et qui, en fin de compte, diront du mal de toi derrière. Et ça, tu finis par l'apprendre parce que le monde de l'influence est très petit. Très petit et les gens ont tendance à l'oublier. Mais aussi un truc qui, je pense, fait mal à chaque créateur de contenu, c'est la haine et le taux de haine qu'on peut avoir en fait très facilement dessus parce que les gens sont cachés derrière leurs écrans et même s'il y a une photo de profil, c'est pas une discussion en face à face. Donc il y a beaucoup plus de facilité à être méchant, rabaissant et voire odieux même des fois. Toi, ça fait plus de 5 ans que tu crées du contenu sur YouTube. Oui. Tu sembles avoir trouvé ta formule parfaite. Peut-être que je me trompe, mais même si tu sembles épanoui dans ce que tu fais, j'ai l'impression que parfois t'aspires à plus. Ouais, c'est totalement vrai. Ça fait plaisir que ce soit remarqué. Mais oui, moi j'aimerais me dire que d'ici, je sais pas, allez, on va dire 10 ans, j'aurai un média justement où on peut parler de tous ces sujets-là sans qu'il y ait de tabou réel, qui est autant du contenu mode, beauté, mais aussi des vrais sujets de société assez fouillés et qui parlent à tout le monde aussi. Donc ouais, j'aspire à plus et j'espère avoir ce plus, ouais.
Dans 10 ans? Je me dis, allez, 10 ans maximum. Donc rendez-vous à ce moment-là. Très récemment, j'ai appris que tu étais chroniqueuse sur 2 plateformes. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais, avec plaisir. Alors, la première plateforme, celle que un peu tout le monde connaît, Spotify. Je suis donc chroniqueuse pour un podcast créé justement par Spotify qui s'appelle Hotline, où on est une petite équipe de 9 filles qui venons de tous univers différents pour discuter sexo, un peu briser les tabous, donner des conseils et témoigner aussi parce que on a nos expériences personnelles qui rentrent en compte. Et à côté de ça, rien à voir du tout sur l'émission Twitch de Hugo Décrypte, qui s'appelle Mashup, qui est une émission en fait vraiment un talk show information et qui est super cool et que j'invite tout le monde à aller checker les mercredis à 20h. On arrive à la fin de ta coiffure. Ouais. Donc ce qui me laisse le temps de te poser une dernière question. Ok. Pour nous qui te suivons, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah déjà que tout continue bien, voire même encore mieux. Puissance 1000, ce serait génial. Et surtout que mes prochains projets qui restent un peu secrets sur 2022 se réalisent super bien pour moi et que tout aboutisse comme il faut. Merci Manon. Avec plaisir. J'ai lancé mon podcast qui s'appelle Night Confessions. Donc c'est parti pour la nouvelle aventure. Nouvelle aventure. Donc sur ce les gars, moi je vais vous laisser. Désolée si aujourd'hui il n'y a pas de gros sujet, mais j'ai énormément de taf sur le podcast, mais on se retrouve très bientôt. Et franchement, j'ai trop hâte, mais vraiment trop hâte de vous retrouver et de papoter sur Night Confessions. Mouah. Gros bisous et peace guys.